Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive. Ça va fuser les potins, les ragots. Ça vous ennuie si je vomis? Bien manger, c'est important. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. J'étais en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Parce que je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Hello. Salut tout le monde. Do up, wap wap do up, do up, do up, wap wap do up, yeah yeah. Pardon. C'était ça ou Céline Dion? À chaque épisode, on fait pire. C'est quand même incroyable. On est les seuls mecs qui n'arrivent pas à s'améliorer de toute la podcast. Moi j'ai trouvé ça très très bien. Il a pas encore chanté avec ses fesses. Aïe 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 aïe. Bon, comment ça va les gars? Ça va bien. Très bien, très bien. Encore un nouveau mois de passé. Et ouais déjà. Tout s'est bien passé pour tout le passe monde. tellement vite. On va faire un petit tour de table comme d'hab. Allez. Ouais. Notre old-timer à nous. Ah, c'est moi. J'ai des courbatures, je suis un peu enrhumé, je suis pas trac, mais Oui. ça va aller. Je crois qu'on fait partie de la même team cette semaine, en effet. Il est à la tube Nutella liquide. À ta droite, nous avons Momo, le graphiste le moins bien rémunéré du monde. C'est pas faux. Et en plus, j'ai le droit d'enregistrer avec des armes bactériologiques. Sympa. Comment ça va, Momo? Ça va, tranquille. Tranquille, bon bah c'est cool. Le chercheur de pépites, c'est tout récent, le petit Charlie. Oui, Comment c'est ça va? moi. Un nouveau podcast. Ben oui. Le meilleur. Raconte-moi ta pépite. Ah, ça on y est, fait un il fait coup sa de pub direct. direct. Ah bah oui, il a attends. commencé Direct. là-dessus. Bah oui. Non mais une bonne définition de moi, je dirais ingénu, philanthrope, abscon. aussi. Ok. Et mythomane aussi un Ouais, peu. ouais, moi, peut-être. je dirais Et très mansuétude. heureux. Très heureux parce que Free Britney ça a servi à quelque chose. Enfin, C'est vrai, bordel. C'est vrai. Et Angelo, que je ne décrirai pas pour pas être méchant. Comment Ok, ça va? ça fait plaisir. Bah ça va, du coup. Un peu Oh, moins mais bien non, maintenant. T'as un très joli t-shirt, mon petit Angelo. Et oui, et puis ça va coller au thème que je vais vous raconter aujourd'hui en plus. Je sais toujours pas comment, mais ok. Vous verrez. Et toi comment tu vas mon petit Pedro? Un peu comme Pépé. Je suis sur une Vieux, semaine. tu te sens vieux? Ouais, un peu. Je suis sur une semaine pas tip top au niveau forme, mais le moral est là, donc. Ça va, Je suis déjà content de vous ça. retrouver, voilà. Voilà. On se retrouve encore une fois tous ensemble aujourd'hui pour aborder par le biais de la pop culture un thème, le thème de la mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Yep. Tu t'en rappelles bien, ouais, c'est bon. Je m'en rappelle bien, voilà. Je sens que les blagues vont être super Ah bah, fines vont être toute la fines, hein. soirée. Oui. Et donc, il va falloir que quelqu'un nous introduise ce thème. Qui s'est dévoué cette semaine? Eh ben c'est moi. C'est moi. Pépé. Mais oui, à toi, mon cher Pépé. D'accord, allez, c'est parti. Ouh là là. Allez, let's go. C'est cool d'avoir mis les deux malades. Ah là là. Ah, bah, J'étais pas prêt. Les deux Merci pour malades la du- rythmique les deux malades. les deux malades du même côté de la salle, ça va clairement pas être le côté de la table le plus dynamique ce soir, je veux le dire. Bon, Ouais, monsieur. puis la baie vitrée va être verte à la fin de la soirée. Sale. Messieurs, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait ce week-end? Ne me dites Ouais. pas que vous avez oublié parce que cette blague-là va être interdite pendant tout l'épisode. Ok. Moi, personnellement, j'ai fait du vélo. Cette simple phrase implique plusieurs facultés cognitives, le saviez-vous? Déjà, ma mémoire sémantique me permet de savoir à quoi sert un vélo. La procédurale, de me souvenir comment faire du vélo. Ensuite, la sensorielle me permet d'ajouter que j'ai vu des beaux paysages, mais j'avais froid sur mon vélo. Grâce à la mémoire épisodique, je peux vous préciser que c'était dimanche à la campagne et j'étais content. Et me projeter dans l'avenir en vous disant j'en referai dimanche prochain à la plage, ça sera super. Ensuite, ma mémoire de travail me rappelle ce que je fous là à vous raconter ça. Et finalement, la mémoire édétique ou photographique va me graver dans les moindres détails vos sales gueules intriguées pendant 30 secondes. Alors, on dit éidétique. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Oui, d'accord. Rappelle-toi. Oui. Alors c'est compliqué tout ça, mais la mémoire, dans toute sa complexité, est représentative de l'essence même de l'homme. Ce sont nos expériences passées, nos souvenirs actuels et nos choix à venir qui nous définissent. Malgré les réflexions philosophiques millénaires et les avancées scientifiques modernes, la mémoire, son utilité et son fonctionnement restent encore aujourd'hui une grande énigme. Ses performances parfois incroyables, ou à l'inverse, ses défaillances troublantes, épaississent encore davantage le mystère. Cela en fait un terreau terriblement fertile pour notre imagination. En effet, on ne compte plus les œuvres de fiction s'attaquant à ce sujet. Les possibilités d'approche étant tellement multiples, décomposons un petit peu. Oui. Tout d'abord, la mémoire en tant que capacité défaillante, endommagée, l'amnésie.
Elle peut être utilisée comme un simple ressort comique, comme le poisson Dory dans le monde de Nemo. Oui. Ou un ressort scénaristique, permettant de retirer des pièces à un puzzle narratif à reconstituer. Cela devient alors un tremplin vers une multitude de surprises et de rebondissements, comme dans Blind Spot 13, ou la mémoire dans la peau, pardon. La musique dans la peau. Oui, monsieur Bobo. Putain, à chaque fois. En fait, c'est plutôt l'autre côté de la table qui a trop d'énergie. Ou à l'inverse, ça peut être simplement par facilité scénaristique. Nombreux sont les jeux vidéo commençant par des héros amnésiques, facilitant l'identification au personnage ou évitant d'avoir à raconter les épisodes précédents. C'est le cas dans The Witcher 2 par exemple. Cela peut également permettre de redonner de l'élan à une saga, comme dans Torgal. Cette amnésie, elle sera provoquée par un événement naturel, traumatisme, maladie d'Alzheimer ou une bonne grosse cuite, par exemple dans Very Bad Trip ou dans le jeu Disco Elysium, ou un procédé pseudo-scientifique comme dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Men in Black, ou par usage de magie tout simplement. Là, vous cherchez dans Marvel, Star Wars, etc. Harry Potter, exact. Ensuite, à l'opposé, la mémoire surpuissante, tel un super pouvoir, l'hypermnésie. Dans les œuvres de fiction, on pourra découvrir des méthodes d'injection de mémoire, des ajouts de souvenirs comme dans Total Recall, des ajouts de savoir-faire comme dans Matrix, ou l'ajout de composants électroniques comme dans les œuvres sur le transhumanisme. L'hypermnésie est aussi une capacité réelle qui peut être innée ou naturelle, comme dans Rain Man. Bref, sans recherche, je n'aurais pas été capable de vous ressortir la moitié des films que je viens de citer. Heureusement, ces données sont stockées et facilement accessibles sur Internet. C'est une forme artificielle de mémoire collective augmentée. Et pour finir, plus terre à terre, il y a de nombreuses œuvres qui se basent sur notre vécu. Les souvenirs, la nostalgie, des questionnements sur la nécessité de l'oubli ou le devoir de mémoire, les réflexions sur la manipulation de la mémoire collective et la réécriture du passé, etc., etc. Tous ces points de départ entraînent irrémédiablement réflexion existentielle et quête de vérité, que ce soit pour les personnages ou pour le spectateur. Alors enfilez un casque pour éviter tout risque de traumatisme crânien, réduisez la dose dans votre verre pour échapper au blackout, et je vous garantis que vous allez vous souvenir de cet épisode. Merci beaucoup, Pépé. Merci bien. Bien écrit tout ça. Ouais, c'était bonne intro. C'était complet. C'était complet, c'était très intéressant, on apprend plein de choses. Bien, donc ouais, la mémoire, évidemment, comme tu l'as dit, avec tout ce que ça implique, ça permet quand même de créer énormément de choses dans la pop culture. C'est un terreau très fertile. Et Charlie va sûrement avoir pas mal de petites questions à nous poser pour savoir si on est déjà prêt ou pas. Tu veux mon Pour petit cet quiz, c'est épisode. ça? Bah oui. Et ouais, il est prêt, il l'a bien fait. Je me flétris au contact du vent. Sous mes poils gris, je sens le parmesan. Stéphanie de Monaco. Perdu. C'est ma bite. Je crois que ça me fera rire toujours les prochaines années. Du coup, pour ce quiz, vous allez jouer chacun pour votre peau. Ah non. Oh, merde. Et je me suis basé sur le jeu. Est-ce que vous connaissez le jeu Dans ma valise G? Oui, oui, bah, je le fais tous les ans, ce truc. Du coup, c'est par exemple, Angelo dit dans ma valise j'ai un marteau, et après Nolus va dire dans ma valise j'ai un marteau et un magnétoscope, et l'autre il va dire un marteau, un magnétoscope et autre chose. D'accord. Et en fait, je vais vous poser des questions chacun à votre tour. Donc, vous pourrez prendre un point si vous avez la bonne réponse. Et après, vous essayerez de répéter toutes les réponses des autres questions au total. J'aime beaucoup ce genre de truc à la Si scène. vous arrivez à la quatrième réponse sans vous tromper, vous prenez 4 points, etc. Ok. Et on va commencer par Pépé. Je me suis dit, c'est lui qui a le moins de mémoire, donc on va le mettre en premier. faire une petite tour et de marquer les réponses dans notre. Bah oui, bien sûr, Mollusque. Normalement, les questions, ça dépend, sont pas trop difficiles, mais vu que vous êtes con, ça va être un peu con. Faut répéter les mauvaises réponses ou les bonnes réponses? Les bonnes réponses. Oui, ok. Pépé, dans quel film de Christopher Nolan suit-on un héros atteint d'amnésie recherchant le meurtrier de sa femme? Tu l'as pas, c'est pas grave, hein. Ah, mais du coup, ça s'arrête si je l'ai pas ou... Non, t'inquiète, ça continue, mais... Tu prends pas le point de cette question, c'est tout, quoi. Bah, c'est peut-être la mémoire dans la peau, non? C'est pas Nolan, ça. Non, perdu. C'était Memento. Ah, mais j'ai Alors du coup, faut que tu répètes toutes les réponses possibles. Memento. Waouh, bravo. T'as pris quand même un point. Bravo, Pépé. Point facile. Bravo. Pedro. Oui, c'est moi. Ah, j'enchaîne pas. Ah bah non. Il va falloir que je me souvienne... Ah bah oui, faut se rappeler de tout le monde. Quel est le nom du premier volet de la série cinématographique des Jason Bourne? La mémoire dans la peau. Oui, tout simplement. Memento, la mémoire dans la peau. Et bah voilà, ça te fait 3 petits points. Ah ouais, d'accord. Pour l'instant, c'est facile, hein. Pour l'instant, c'est Je facile. déteste déjà le concept, quoi. Angelo, à quel type de mémoire correspond la RAM dans un ordinateur?
Comment on l'appelle autrement? La mémoire vive. Oui, tout simplement. Est-ce que t'as les 3 réponses du coup? Donc Memento, la mémoire dans la peau, mémoire vive. Et voilà, c'est beau. 4 points. Bah voilà, très bien. C'est facile, hein. On s'arrête là. Allez, mollusque. Excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Dans quel manga retrouve-t-on le siècle oublié que l'on pourrait retrouver grâce à la traduction de Poneglyph? One Piece. Ouais, bien joué. Donc Memento, la mémoire dans la peau, la mémoire vive et One Piece. C'est bon pour l'instant, ça va. Bien joué, Tout ça. se passe bien. Bravo. Ça va se corser, évidemment. Et alors on continue là. Il y a toutes les réponses à prendre à chaque fois. Pépé. Dans quel film retrouve-t-on des adolescents qui se réveillent dans un immense labyrinthe amnésique après être apnés par un ascenseur? Toi, t'as 2 films, c'est mort, tu les as. Tu l'as pas? Non. Ça s'appelle Le Labyrinthe, tout simplement. Je disais bien qu'il y avait... Ok, Memento, la mémoire dans la peau. Sérieux? Oh merde. Il est pas bien ce soir. C'est le plus vieux aussi. Il est pas bien. Putain, je l'ai perdu. Il n'a pas la mémoire. Ça fait quand même 2 petits points, du coup. Il faut rappeler à l'auditeur qui sort de l'EHPAD pour enregistrer. Donc c'était Le Labyrinthe. Pedro, comment appelle-t-on la mémoire utilisée dans de nombreuses fictions selon laquelle un nouveau-né viendrait au monde avec toute la mémoire et les expériences de ses ancêtres? Ah, c'est joli. Oh, je savais même pas que ça existait un truc pareil. Je sais pas, la mémoire innée? Ah, perdu, c'est la mémoire mémoire génétique. Ah bah oui, D'accord, je savais pas que ça existait. Ça n'existe pas vraiment. Ça existe Un pas. concept. D'accord, bah oui, j'imagine bien que je suis con. Alors, Memento. Ah putain, c'est ma réponse qui va me faire défaut? Non. Oh, le débile. Attends, laisse-moi une seconde. Putain, les gars, merde, on a fait qu'un tour de tête. Je les ai encore tous, non? Non, je suis désolé, je suis trop fatigué. J'ai fait la Hop même. là, un petit point pour C'était Pedro. C'était quoi ma Bah, question? ça, Tu verras. tu Ah bah j'allais le dire. Oh le débile. Angelo, Ouais, pardon. dans quelle série de films retrouve-t-on Will Smith qui a un gadget pour effacer la mémoire? Men in Black. Oui. On Vas-y. on y va, donc Memento, la mémoire dans la peau, Ram, One Piece, Labyrinthe. Alors, ça, c'était Mémoire vive en 3. C'était pas Ram. Quoi? C'était la question, tu devais dire. Mémoire vive, oh, t'es sérieux? Ah bah oui. Oh putain. Mollusque. Fasciste. Comment appelle-t-on la mémoire qui garde pendant un très court laps de temps la formation des sens, c'est-à-dire les sons, les images, les odeurs, etc., qui nous atteint la plupart du temps inconsciemment? Tu l'as dit en plus tout à l'heure. Mémoire sensorielle. Oui, tout simplement. Donc Memento, la mémoire dans la peau, mémoire vive, One Piece. Ah putain, c'était quoi sa question à lui? Putain, moi je les ai tous et je me suis fait... Ah, j'ai oublié Tété. C'est bon. Eh bah, ça t'en fera 4. Bah, je le dis pas le reste, mais... Mollusque qui prend quand même 5 points avec sa question en plus. C'est beau quand même. Pépé. Quel BD de Boulet et Pénélope Bagieux parle d'une jeune femme qui reprend ses esprits sur un banc sans se rappeler ni son nom ni ce qu'elle fait là? La page blanche. Exactement. Bravo. Putain, celle-là... Je l'avais pas celle-là. Ouais, c'est clair. Memento, la mémoire dans la peau, mémoire vive, One Piece. Ah, Dieu. C'est trop drôle de voir tout le monde gagner. C'est la piquette, Jack. 3-0. Tu sais pas jouer. T'es mauvais. Labyrinthe. Ouais. Oh putain, sur le C'est gong. revenu d'un coup là. Allez, Et du coup. voilà. Ok, bah, d'accord, c'est déjà pas mal, hein. Il On est fait en 5 sueur, là. 6 points t'as mis sur le 7-ci. Pedro. Dans quel film avec Schwarzy il se fait implanter des souvenirs d'agents secrets? J'en ai pas la moindre idée. Dommage. C'était Total Recall. Ah ouais, non, pas vu Total Recall. Donc, Memento, la mémoire dans la peau, mémoire vive, One Piece, Labyrinthe. Excuse-moi. Labyrinthe. Mémoire génétique. Ensuite, c'était Angelo et c'était la mémoire sensorielle. Non, merde. Non, perdu. Je t'avoue que je sais plus moi-même en fait. Le deuxième truc. Mais tu mets quand même 6 points, bien vu. On se concentre sur ceux des autres en fait comme des cons. Ouais. Et puis, on se Faut rappelle pas plus oublier des les autres. Ouais. Exactement. Ouais. Angelo, dans quel manga suit-on les histoires de Gali amnésique réanimé par Ido Daisuke? J'avoue, je l'ai dit à la française, hein. Je l'ai dit peut-être mal. Tu le dis mal, je pense. Je sais pas. C'était Gunmu. Si, c'est Ah, ça. d'accord. Ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça, j'étais Ouais, pas sûr. C'est Gunmu. J'y C'est vais. Gunmu. Donc Memento,
La mémoire dans la peau, Mhm. Mémoire vive, One Piece, Labyrinthe, Mémoire génétique, Men in Black, Mémoire sensorielle. Je m'en souviens plus, j'avoue que j'ai pas fait gaffe. C'est pas mal, ça en fait 8 quand même. Je l'ai, moi. Une bonne mémoire. Alors, il faudra réussir à pas se planter avant, quoi. Mollusque. Dans quelle série retrouve-t-on Kyle errant, confus et amnésique envoyé dans un institut? Oh putain, je me souviens de ce truc-là. Ça me parle, mais je suis pas sûr. Alors c'était une série qui passait dans la trilogie du samedi, une connerie comme ça, non? Je sais pas s'il a fait la trilogie du samedi, mais ça m'étonnerait pas. C'est putain, je sais plus. Bah, c'est pas grave. C'est Kyle XY. Kyle XY. Ah ouais, Il y avait alors c'était bien dans la trilogie une du mémoire samedi. génétique ou un truc comme ça justement. Hein? C'est qu'il avait une mémoire génétique aussi derrière ou je sais plus. Je ça devait sais faire plus plein de exactement, trucs. j'avoue. J'ai jamais accroché à la série. J'essaie quand même, je pense que je vais pas retrouver grand chose. J'ai jamais regardé la trilogie du Memento, samedi. la mémoire dans la peau. Ah bah putain, je suis déjà mal barré là. La mémoire vive, One Piece, Labyrinthe, mémoire génétique, Men in Black, mémoire sensorielle. Ouais, Et après. Qu'est-ce qu'il a eu, Pépé déjà? Putain, on bloque tous sur Pépé. Fumier. Non, je l'aurais pas. C'est pas mal, hein, ça en fait 8 aussi. Hein. C'est pas mal du tout. Putain, Dernier tour. Allez. Pépé, comment s'appelle l'effet qui affecte les performances et la durée de vie des batteries lorsque celles-ci sont rechargées afin d'être totalement déchargées? Eh bien, la mémoire électrique. Non, ça s'appelle l'effet mémoire. L'effet mémoire, c'est ce que j'allais dire, l'effet mémoire sur la batterie, ouais. Vas-y, on va voir d'ailleurs si ta mémoire, ça va. Eh bien, Memento. Mhm. La mémoire dans la peau. Mémoire vive. One Piece. Labyrinthe. La mémoire génétique. Et non, sensoriel, c'était après. Je l'ai pas. Ok. Ah, Ça en fait putain, 6 je quand comptais même. sur Pas toi mal. pour aller Pas plus mal, loin. et, pas mal, pas mal. Pedro, ta dernière question. Oui. Comment s'appellent les mémoires de François-René de Chateaubriand? Mémoire de mon père. C'est pas Non. pour moi ça. Mémoire d'outre-tombe. Mémoire d'outre-tombe. Voilà, ah j'ai détesté Le ce château truc. de mon Ah, père. J'ai détesté, ouais, bah oui, j'ai fait un mélange des deux. Le château dans le ciel de mon père d'outre-tombe. Chateaubriand, c'est un petit gars de chez moi, mais j'ai détesté. Jamais lu. Alors, Oui, ton crossover. Memento. La mémoire dans la peau. La mémoire vive. Je vais pas y arriver. de le perdre. Ah, Et il putain. fait semblant de tousser pour gagner. Non, bon, bah, de toute façon, c'est mort. Allez, c'est mort. Il c'est a mort. pas. J'avais toute la liste, j'allais jusqu'à Pépé. le parmesan. Angelo, quelle expression désigne l'obligation, excusez-moi, morale de se souvenir d'un événement historique, tragique et de ses victimes afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise On pas? en parlait Le tout à l'heure. devoir de mémoire. Tout simplement, petit point. Donc Memento, la mémoire dans la peau, mémoire vive, One Piece, Labyrinthe, mémoire génétique, Men in Black, mémoire sensorielle. Et je bloque sur deux parce que personne ne l'a dit. Si, bah oui, parce que Du coup, je me plante avant, c'est la putain. page blanche. La page blanche, le nom pas du après, bouquin de ça. bouquet. T'es gentil avec Mollusque. Bah la page Ça va blanche. avant moi. La page En blanche. fait, du coup. j'ai su que je passe Et- après Angelo, donc il me rappelle tout avant. Il me redonne un point. Attends, bah du coup il m'a donné la page blanche. Ah non, c'est pas bon, hein, tu l'as pas dit. Ah non, j'ai pas dit que j'étais gentil, donc je te la donne. Mollusque, dans quel film voyage-t-on dans les souvenirs de Nemo, le dernier humain mortel de la planète, via l'hypnose? Oh putain. Ah, le dernier humain mortel de la planète. Donc c'est pas le monde de Nemo là, on est d'accord. Ah oh non. Putain. Bah, Je sais pas. Ah non, je sais pas du tout. Tu l'as? non, pas du tout. Mister Nobody. Ok. Alors là, Alors là. C'est. Allez Mollusque, vas-y pour ta liste. Memento, la mémoire dans la peau, la mémoire vive, One Piece, le labyrinthe, la mémoire génétique. Mémoire génétique après, c'était quoi? Men in Black, mémoire sensorielle, la page blanche. Allez, enchaîne. non mais là il y aura. Pépé, je Ça n'a pas été dit encore. Il se touche le téton en plus. Pedro essaye de me le dire, mais je sais pas lire sur les lèvres. Total Recall. Total Recall, j'aurais pas retrouvé. Et du coup, nous avons Pedro à 14 points, Pépé à 15 points, Angelo à 24 et Mollusque à 29 points. Comme quoi, ça permet de constater que les deux plus malades sont un peu moins en forme, hein, tu vois.
Pas de hasard. Je m'y attendais un peu à cette défaite. Ouais, j'avoue que j'avais pas mis beaucoup de points sur toi, Pépé. Bah en fait, je t'avoue que j'espérais rafler des points sur le dernier tour et j'ai bloqué sur One Piece alors que je l'avais. Ça me voilà. Et ben voilà. Merci beaucoup pour ce. Pardon, ça va arriver régulièrement, messieurs, dames, je suis désolé. Merci pour ce petit quiz, mon cher Charlie. Et on va laisser place à Pépé pour son sujet. Allez. De quoi donc que tu vas nous traiter? Eh bien, je vais vous parler d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh oui. Traduction, l'éclat éternel de l'esprit immaculé. Bon, c'est pas sûr ça. Ouais. Donc c'est vraiment la traduction Google. Sorti en 2004, réalisé par Michel Gondry. Au casting, on a Kate Winslet dans le rôle de Clémentine, Jim Carrey dans le rôle de Joel. On aura aussi Tom Wilkinson, Kirsten Dunst. C'est que des noms chauds. Mark Ruffalo et Elijah Wood. Ok. Alors, c'est à première vue une histoire d'amour. On démarre sur Joel qui se réveille morose et décide, malgré son tempérament réservé et introverti, de ne pas aller au travail ce jour, mais plutôt d'aller faire un tour sur la plage. Plage sur laquelle il va faire la rencontre de Clémentine, une fille, disons, spontanée, pour ne pas dire délurée. À noter qu'elle a les cheveux bleus au début du film, c'est un détail qui aura son importance. Donc voilà, c'est mignon, c'est touchant, c'est un amour naissant. Arrive un cut, générique. Joel est en larmes, il vient de prendre une décision terrible. Est-ce qu'on a fait un bond dans le futur, dans le passé, on ne sait pas trop. Nouveau cut, un jour alors que Joel se rend sur le lieu de travail de Clémentine, avec qui il semble être en couple depuis un bon moment, il découvre qu'elle l'a oublié. Mais pas genre elle a oublié son anniversaire, hein. Elle l'a genre vraiment totalement oublié, elle ne le reconnaît même plus. Elle l'a ghosté. elle a même un autre homme dans sa vie. Dur. Il va découvrir qu'elle a fait appel à la société Lacuna Inc., spécialisée dans l'effacement de mémoire. Faut pas l'emmerder, Clémentine. Visiblement. Le Joel, il avait trop pris la confiance à péter sous la couette, alors ça... Joel, il souffre terriblement de cette découverte et décide à son tour d'effacer Clémentine de sa mémoire. Allez, la clem. Et bim. Genre de confiance qu'il vaudrait mieux que t'évites de prendre trop rapidement, toi. Donc clairement, là, on n'est plus sur une simple histoire d'amour, hein. Débarquent alors deux hommes en costume noir, lunettes noires, dressant un objet phallique en aluminium devant ses yeux. Et il lui demande... Ah merde, c'est pas celui-là, pardon. Je confonds. Non, il lui demande de baisser son pantalon et de se pencher. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Je mélange tout. Voilà, ça me revient. On lui installe sur la tête une passoire reliée à un Minitel par des dizaines de câbles. C'est à peu près ça. C'est Orange Mécanique, ça. Franchement, c'est vrai que les objets technologiques sont très... C'est Il y sommaire. a des câbles dans tous les sens. Et... En plus, il sert de l'eau. C'est le moins discret du monde. Okay, pardon. Tout ça pour de la flotte, en plus. Le film va alors reprendre une temporalité continue. La réalité, ancrée dans le présent avec le processus d'effacement qui dure toute une nuit où on suivra les personnages barrés de l'équipe de Lacuna, et en parallèle, le subconscient de Joel qui parcourt ses souvenirs avec Clémentine, des plus récents aux plus anciens, sous forme de rêve. Alors du coup, on aura une petite astuce visuelle pour comprendre la chronologie des événements, donc les cheveux de Clémentine. Donc quand on va avoir les cheveux orange, on sera plutôt dans la phase de la rupture du couple. On va retracer les moments qui ont provoqué la décision de l'impulsive Clémentine à aller se faire effacer Joel de sa tête. Ensuite, on va revenir à la phase où elle a les cheveux rouges, donc là c'est la phase de bonheur. On remonte à la douce période de joie dans le couple. Joel prend conscience qu'il ne veut plus être privé de ses moments d'amour et veut arrêter le processus. Il essaye de fuir à travers des souvenirs d'enfance ou des moments d'humiliation où elle, Clémentine, était absente. Notamment un moment où il était en train de se masturber dans sa chambre. Du coup, c'est plutôt... Et sa mère l'a surpris. Il y en a plusieurs des beaux moments comme ça. Voilà. Mais malheureusement, l'effacement est inéluctable. On arrive ensuite à la phase où Clémentine aura les cheveux verts. Donc là, c'est la rencontre entre Joel et Clémentine. Et du coup, dans cette espèce de rêve souvenir, Joel et Clémentine savent que ils peuvent plus revenir en arrière, donc ils se disent adieu dans cette période où finalement ils se sont rencontrés. Et du coup, pour les cheveux bleus, bah là, je vous laisserai comprendre par vous-même en regardant le film. C'est pas très compliqué non plus. Sachant que t'en as déjà dit beaucoup. Hein. Oui, déjà, un peu. Mais bref, du coup, c'est vraiment une très belle histoire, appuyée par une bande-son vraiment impeccable. Donc vous pouvez vous écouter la BO en entière, elle est vraiment, vraiment superbe. Appuyée aussi par des acteurs irréprochables. Donc il y a un Jim Carrey dans son premier rôle dramatique. Donc assez surprenant de le voir dans ce rôle-là, il n'est pas là pour faire des grimaces.
Et il est vraiment irréprochable. Je l'ai regardé aussi en VF. C'est Emmanuel Curtil du coup qui fait la voix de Jim Carrey comme toujours. Et il assure vraiment aussi. Donc franchement la VF elle vaut aussi le coup. Donc il y a pas de souci. Et du coup aussi appuyé par un esthétique assez particulier. Donc on aura des scènes et des plans très marquants. Donc je pense que même si vous n'avez pas vu le film, si je vous montre une image d'un couple sur un lit, sur une plage, ça peut vous faire penser à ce film. Tout comme aussi un couple allongé sur la glace. La glace a un petit peu brisé. Voilà, on a vraiment des plans qui sont très marquants. Donc en effet, le français Michel Gondry, donc c'est pas un naze, hein, c'est pas Suzanne Lindon, il sort pas de nulle part. Allez, oui, c'est gratuit, mais ça fait plaisir. Après ses études dans le cinéma et avant de se lancer dans les longs métrages, il a fait des clips reconnus pour leur originalité pour I Am, Björk ou encore Daft Punk. Ouais. Donc on retrouvera beaucoup de sa méthode de travail dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donc des effets numériques élaborés, donc notamment une scène de l'effondrement d'une maison, et d'autres physiques totalement bricolés, donc avec des jeux de perspective et des décors surdimensionnés, etc. Donc des effets inventifs, ingénieux, qui subliment le mélange entre réalité, onirisme et science-fiction. C'est beau, c'est malin, c'est une grosse réussite visuelle, et en plus ça fait réfléchir sur des sujets variés, l'amour, le bonheur, et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les souvenirs. Donc la mémoire, c'est un sujet qui a fait bûcher les plus grands philosophes. Attention, c'est l'instant philo, l'instant filou. Ok. Donc Socrate et Platon, le duo de choc, en leur temps, ils étaient number one. Puis Platon et Aristote, quand Socrate a arrêté la scène. Ils avaient déjà une petite théorie sur le sujet, la réminiscence. Donc on part du postulat que l'âme impérissable détient toutes les vérités. En incarnant un corps, elle perd ce savoir. Enrichir ses connaissances, c'est retrouver cet état d'omniscience. Savoir, c'est se souvenir. Donc Socrate, le patron, il avait déjà la solution pour accoucher les esprits de la vérité. La maïeutique. Ouais, la mayonnaise. La mayonnaise. Donc son art, la maïeutique. Son art de la maïeutique, il le disait lui-même, a les mêmes attributions que celui des sages... C'est ma voix de philosophe. Que celui des sages-femmes. La différence est qu'il délivre les hommes et non les femmes. Et que ce sont les âmes qu'il surveille en leur travail d'enfantement, non point les corps. Donc voilà, vous pouvez le voir, les trois loustiques, là, ils disaient déjà souvent des conneries. Mais bon, à l'époque, personne n'ose leur dire qu'il n'y a plus rien à boire et qu'il est temps d'aller se coucher. C'est quand même les trois plus grosses têtes pensantes de l'époque. Ouais, ce sont les mecs quand même bien bourrés en fin de soirée, quand même. Il est 8h du mat', les gars, faudra peut-être rentrer quand même. Mais par la suite, nombreux seront ceux à s'opposer à ces idées. Le porte-étendard de cette fronde, c'est Friedrich Nietzsche. Donc selon lui, l'oubli est une bonne chose. Il est même une condition sine qua non du bonheur. Oublier, c'est se libérer du passé, donc pouvoir agir. On retrouve plusieurs de ces citations dans le film, pour y revenir quand même, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bienheureux les oublieux, car ils viendront également à bout de leurs bêtises. Donc ce sont ces théories que le film illustre brillamment tout en poursuivant le questionnement. Joël et Clémentine sont-ils plus heureux dans leur ignorance du passé? Leur fallait-il mieux souffrir ou oublier de souffrir pour être heureux? Est-ce réellement l'oubli qui les fait avancer dans leur relation ou le dépassement de soi, la transcendance? Bref, on pourrait vraiment y passer des heures. On trouvera également des références à d'autres auteurs, Alexander Pope, Boris Vian ou même Philippe Cadic, ce qui montre que Gondry glane ses idées dans des œuvres très variées. Mais la mémoire, c'est un sujet qui ne fait pas cogiter que les littéraires, mais aussi de nombreux scientifiques. C'est l'instant science-fiction. Science ou fiction? Alors je tente de voir quelle voie tu vas prendre pour de la science-fiction. Alors oui, c'est que pour les citations. Que pour les citations de Freud. Donc la SF, une fois n'est pas coutume, stimule et donne des idées aux chercheurs, notamment ceux en neurosciences pour notre sujet. Donc manipuler les souvenirs façon Total Recall, en s'injectant des souvenirs de vacances sans bouger de chez soi. Est-ce possible? Eh bien, des chercheurs du MIT à Cambridge ont réussi à implanter de faux souvenirs dans des cerveaux de souris et augmenter ses capacités de mémorisation façon un peu cyberpunk. Eh bien, des chercheurs de l'Université de Californie du Sud ont conçu un implant cérébral pour booster la mémoire. Et finalement, l'effacement sélectif est contrôlé, comme dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Est-ce possible? On voudrait bien parfois que la pilule du lendemain, en plus d'annuler les effets indésirables, puisse également effacer de notre mémoire la tronche du tocard qui a mal mis sa capote. Ok, d'accord. Non, ça va ça. J'ai cru que t'allais déraper grave, mais non, ça va. J'ai pas dérapé. J'avoue qu'il y a plusieurs enfants que j'aimerais oublier. Oh putain.
Alors merci la science, il existe déjà des pilules pour avoir des paix qui sentent le muguet. Oui, exact. Ça permet d'éviter les rappels comme quoi on n'aurait pas dû reprendre 2 fois du cassoulet la veille. Bien, mais ça suffit pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, des chercheurs de l'université de Columbia ont créé une pilule qui aide à estomper les petits riens qui font remonter les souvenirs douloureux. Donc la recherche continue d'avancer et peut-être qu'un jour, la réalité dépassera la fiction. Bref, pour en revenir au film, j'ai un petit peu dévié. Un poil, léger, light. Vraiment rien. Il est en train de vous parler de son repas du soir. Mais je conclue. Donc, en fait, c'est un film que j'avais déjà vu. J'avais un petit peu oublié les petits détails, mais c'était vraiment un réel plaisir de le redécouvrir. J'ai retrouvé plein de petits détails. Je vais pas revenir dessus parce que je crois que j'ai été un petit peu long. Ça va. Mais bref, du coup, je sais plus comment conclure. Je me suis perdu dans mes notes. Donc voilà, sur ce sujet. Et si vous pouviez effacer quelqu'un de votre mémoire, qui choisiriez-vous ? Jérémy Permouette. Pour oublier cette chronique, vu que je suis lié à cette chronique. Tu me piques des films dont... Je vais éviter de répondre à cette question, je crois que c'est obvious. Moi, ce serait Charlie. Comme ça, j'oublierais Cosmic Sin, qui est lié forcément à Charlie. Et je pourrais le revoir. Du coup, c'est Bruce Willis que tu veux oublier. Sinon, c'est pas tu vas peut-être retomber dessus alors que tu l'as déjà vu. Ouais, c'est le risque. En tout cas, c'était une très belle chronique et ça me fait penser que je l'ai pas vu depuis longtemps. Il faut que je le revoie. C'est vraiment Moi aussi. C'est un bonbon, c'est de la poésie. Sûrement, Moi, j'ai envie de dire juste un mot pour voir le film. Donc Mark Ruffalo qui joue Hulk dans les derniers films. Mark Ruffalo en culotte. Voilà, en train de danser. Voilà, ça vaut le coup. Avec quand même Kirsten Dunst en petite culotte. Mais moi c'est plus Mark Ruffalo, donc maintenant relié à Hulk, avec la petite culotte blanche et en train de danser, ça fait bizarre. Ah oui, est-ce que tu peux redire le titre du film ? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Tu y arrives très bien. Ah, ça va, c'est mieux là. Ah non, il s'est bien démerdé. Il y a eu 2-3 loupés, je crois. Ah non, en vrai, justement, je me suis même dit, putain, l'enculé, il l'envoie bien à chaque fois. Non, vraiment un super film. Et puis je trouve qu'effectivement, il soulève beaucoup de questions sur... Est-ce que vous aimeriez, vous... je pose la question comme ça entre deux sujets, pardon. Vous aimeriez, vous, pouvoir vous faire effacer des souvenirs ? Non, bien sûr que non. Parce qu'en effet, dans le film, là, je vous ai surtout parlé, il efface les souvenirs liés à une personne. Ouais. Mais l'entreprise, elle peut aussi effacer juste un souvenir lié à... un objet, un animal mort par exemple, il y a un cas comme ça. Ouais. Moi, ça peut être lié à n'importe quel souvenir, pas forcément une personne. En fait, là, dans le cas d'un amour, on va dire, qui s'est mal juste passé, je pense que c'est pas la bonne idée, mais après, tu vois, par exemple, pour des trucs beaucoup plus graves, là, ça peut valoir le coup. Oui, attention, bien sûr, je parle quand je le dis, je pose la question de façon générale. Ah oui, moi j'étais par rapport à ce qu'ils ont choisi dans le film. Un trauma de guerre, non, parce que par exemple, tu vois, je trouve que se faire effacer une partie de la mémoire, c'est s'interdire aussi d'utiliser ce qu'on a déjà vécu pour avancer. C'est ça, c'est comme ça que tu te construis aussi. Exactement, mais un trauma de guerre ou tu sais, des douleurs réminiscentes, par exemple. C'est des trucs qu'on n'a jamais vécu. Non, je pourrais pas dire, je peux pas m'exprimer pour des mecs en tout cas pour une situation que j'ai pas connue. Pépé, t'as bien résumé le personnage de Gondry en parlant d'onirisme et d'effets pratiques. Enfin, il a une patte, c'est une sensibilité. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de rappeler que ce que tu le disais, il a commencé en faisant beaucoup de clips, que c'est le cas de beaucoup de réalisateurs qui s'essaient au clip pendant des années et qui après mettent en pratique dans leurs films. Et il y en a pas mal. Et ce mec-là, il a fait des clips pour des grands, tu vois, Daft Punk, tout ça. Et derrière, c'est vrai que quand tu passes à la caméra sur du long métrage, ils ont déjà testé plein de choses, ils savent ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Il est pas le seul, il y en a beaucoup. Il y a un mec qui a fait le clip de Mia. Sur du clip, tu peux te permettre des excentricités que tu fais généralement pas au cinéma. Ouais, donc après, exactement. Une fois que tu as cette technique-là, tu peux aussi te dire, bah vas-y, j'y vais en mode long métrage, je me fais plaisir. Quoi. Tu le dis beaucoup mieux que moi, mais c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup en tout cas, Pépé, merci. On va passer la parole à Angelo, juste en face. Et oui, la question de la mémoire dans les jeux vidéo, et plus particulièrement de l'amnésie, même si au début je vous avoue que ça ne m'inspirait pas des masses. En fait, il y a pléthore d'exemples car c'est un ressort scénaristique usé jusqu'à la corde, surtout dans nos bons vieux JRPG, c'est-à-dire nos jeux de... C'est-à-dire quoi d'ailleurs ? C'est quoi un JRPG ? Nos jeux de rôle japonais, les jeux de rôle japonais. C'est ça. Donc étonnant car si mes compères ne l'avaient pas déjà rappelé précédemment, l'amnésie telle qu'elle est traitée dans les jeux vidéo est quelque chose de, en fait, dans la réalité très rare, comme les yeux verrons et les albinos d'ailleurs. Je dis ça parce que ce sont des choses qu'on retrouve très fréquemment également dans les JRPG.
Je n'ai rien contre les yeux verrons et les albinos en règle générale. Voilà. Des ch'tins exemples pêle-mêle de flirt entre amnésie et jeux vidéo. On prend Flashback en 1992, on prend Final Fantasy VII en 1997, on prend Amnesia, le bien nommé, en 2010, on prend Bravely Default et Fire Emblem Awakening sur Nintendo DS en 2012, etc., etc. Donc ce soir, moi, je suis là pour vous parler de la légende de Zelda, Breath of the Wild. Alors à l'instant où je vous en parle, ça reste toujours le dernier Zelda sorti de chez Nintendo. Donc c'est un jeu d'action-aventure, pour vous donner quelques données, développé et édité par Nintendo sur Nintendo Switch et Nintendo Wii U, car oui, cette console a existé dans l'histoire de l'humanité. Ça fait toujours mal d'entendre parler de la Wii U maintenant. Ce flop retentissant. Ça fait tellement loin, c'est les années 90. Et oui, et il est sorti en 2017. Allez. C'est le 19e jeu de la série principale. Clin d'œil à Chacha pour son quiz sur Zelda. Ah oui, là où t'as été mauvais. Fumier. Petit fait de puriste qui n'est pas synodin, parce que je reviendrai dessus un peu plus tard. La BO, la bande originale, n'a pas été composée par Koji Kondo, qui est le compositeur presque attitré de la série, mais par entre autres Manaka Kataoka, qui a donné une BO très particulière composée au piano. Donc vous en saurez un peu plus tard. Mine de rien, je m'attaque à un monument moderne du jeu vidéo, car il s'agit d'un des plus grands jeux de l'histoire en termes de succès critique et de vente. Aux dernières nouvelles, 25 millions en 2021. Oui, donc, ça va, c'est pas mal. Tranquille. Et succès critique en termes de, vous savez, les métascores, les métacritiques cumulés, ils se rajoutent à 99% sur plus de 100, 110, 120. 99%. Critique, ouais. Il est considéré comme un des jeux parfaits, entre guillemets. Donc, 3 parties. Comme d'habitude, je vais vous parler vite fait du scénario, sans rien vous divulgacher, évidemment. C'est le running gag du podcast, ce truc-là. J'y peux rien, moi, c'est plus fort que moi, faut que je bosse en 3 parties. Donc, le scénario, sans rien vous divulgacher, et puis je m'attarderai donc sur la mémoire comme ressort scénaristique dans les jeux vidéo, et puis dans ce Zelda en particulier. Et enfin, pourquoi vous parler de ce Legend of Zelda Breath of the Wild, pourquoi y jouer si vous êtes intéressé. Donc, le scénario. Comme tout bon Zelda qui se respecte, le jeu prend place dans le royaume de Hyrule. Exactement, dans le royaume d'Hyrule. Donc il prend place 10 000 ans avant le début de l'aventure. L'histoire commence 10 000 ans avant que vous preniez la manette. La race ancienne des Sheikah ont développé le royaume en civilisation très avancée technologiquement et ont construit en prévision d'une prophétie annonçant la destruction du monde par la calamité, avec un C majuscule, qu'on appelle également Ganon, une armée d'armes robotisées appelées gardiens, ainsi que 4 bêtes divines qui sont des colosses mécaniques pilotés par des champions venant des 4 coins d'Hyrule et des 4 races d'Hyrule également. 10 000 ans plus tard, le royaume a régressé à l'état médiéval. Les signes annonçant la calamité réapparaissent. La princesse Zelda, devant jouer un rôle pour sceller la calamité, n'arrive pas à éveiller ses pouvoirs et se terre dans ses recherches dans son château, alors qu'un héros est nommé par le roi pour la protéger, et ce héros s'appelle... Link. Exactement, Zelda. Vous suivez. Ce héros s'appelle Link, exactement. La mémoire comme ressort scénaristique dans les jeux vidéo et dans ce Zelda en particulier. Donc pourquoi l'amnésie dans les jeux vidéo ? Parce que la plupart du temps, ça aide le héros à redécouvrir l'univers et ses mécaniques de jeu en même temps que le joueur. Donc c'est un ressort scénaristique qui est plutôt pratique. Classico. Voilà, pour les développeurs. Et dans sa quête initiatique, les révélations deviennent forcément plus dramatiques. Certains jeux vont quand même plus loin. Donc dans Final Fantasy VII, par exemple, le héros doit démêler le souvenir du mensonge dans sa redécouverte de lui-même. Donc c'est-à-dire que ce qu'il redécouvre n'est pas forcément la vérité, et donc l'identité qu'il s'est construite n'est pas forcément celle authentique, on va dire. Et là ça devient intéressant justement parce que c'est au joueur de reconstruire le puzzle dont les pièces sont parfois sombres pour obtenir un passé contrasté et contestable, bref, pas cliché. Donc, oui, petite question par rapport justement, du coup tu retrouves pas dans un ordre précis le puzzle de ta mémoire ? Pas du tout, et justement j'en viens, le timing est parfait. Donc dans le cas de Breath of the Wild, la perspective de la mémoire est particulière car c'est à la liberté du joueur de la reconstituer. Ça n'est pas linéaire. Je m'explique en revenant sur le scénario. Quand le joueur prend la manette, il s'est passé 100 ans depuis mon paragraphe précédent. Donc, c'est pour ça. Je me disais bien qu'elle était longue cette chronique.
Ah mais j'ai plus de voix, j'en peux plus. Donc la calamité est apparue, Hyrule n'a pas pu être sauvé, bref, échec. Donc dans l'urgence, Link est sauvé et a végété dans une cellule d'hibernation, clin d'œil à Ocarina of Time. Comme le joueur a une liberté totale et donc que le cheminement est non linéaire, il peut, et pas il doit, reconstituer la mémoire de Link tel un puzzle en retrouvant des points de vue très précis sur la carte à partir de photographies laissées. Il y a 12 points de mémoire, plus un cachet secret extra que si vous trouvez les 12 précédents, qui peuvent être retrouvés dans le désordre total. Et ça, c'est du bonus ou t'es même pas obligé de le faire T'es pas obligé de le faire, c'est totalement bonus. Ah, okay. Évidemment, le joueur qui est un minimum curieux ou qui est puriste va vouloir, parce que chaque morceau va apporter une pièce significative de l'histoire qu'il s'est passée. Et comme toi, t'es curieux et puriste. Et puis aussi, oui, alors oui, voilà. Et aussi, si tu veux, quand tu prends la manette, tu ne sais absolument rien de ce que je vous ai dit dans le paragraphe précédent. Tu ne sais vraiment rien. Ah, okay. Tu te réveilles, t'es à poil dans le monde. Non mais c'est vraiment ça, t'es vraiment en caleçon dans le monde. T'as moi, tes bottes, ta moto. C'est le cap deck des jeux vidéo, quoi. Tu commences avec un bâton de bois et un calbar. C'est comme ça que tu commences le jeu. Donc, mais comment le jeu il te pousse à aller découvrir ça, voilà, à tout découvrir, à tout explorer, exactement. Donc je retrouve les 12 points, donc ces 12 points, quand vous les retrouvez sur la carte, ils déclenchent des flashbacks sur des épisodes de la vie de Link avant l'arrivée imminente de la calamité, qui éclairent véritablement le joueur sur l'histoire pour le coup, et sur les différents personnages principaux, et également sur leur vulnérabilité face aux dangers qui approchent. On voit que justement on n'a pas affaire à des héros, mais à des personnages qui sont vulnérables et qui sentent en fait qu'ils vont être dépassés par ce qui arrive. Et ça, le joueur le découvre seulement s'il en fait la démarche. Et ça c'est classe. Alors, pourquoi vous parlez de Legend of Zelda Breath of the Wild? Alors ça, je l'ai fait qu'en mots-clés, donc c'est à moi de me démerder maintenant pour vous l'expliquer. Donc en mots-clés, déjà, premièrement, la direction artistique qui a été louée, qui est incroyable. Regardez seulement des captures d'écran du jeu, vous avez l'impression, alors c'est en cel shading, il y a comme un coup de pinceau impressionniste, vous avez des paysages qui sont magnifiques, qui sont panoramiques, avec des couleurs pastel. En fait, on a l'impression que c'est Ghibli en jeu vidéo. Enfin, c'est exactement ça. Incroyable. La BO, et alors la BO, Chacha, si tu veux bien nous caler un petit extrait. C'est parti, mon kiki. La BO, je vais parler au-dessus. Vous êtes seul avec un calbar et un morceau de bout de bois. Et vous découvrez le monde avec un horizon infini, puisque vous débutez l'aventure sur une colline. Et toute la musique est composée ainsi de touches de piano qui sont des fois dynamiques, c'est-à-dire qui s'adaptent à la situation, s'il y a un ennemi qui approche, etc. Donc ça rajoute tout ça à un côté qui est très très contemplatif, déjà qui ajoute encore plus au final à la beauté et à la direction artistique de ce jeu. Évidemment, si vous n'avez pas compris ce jeu... Merci Chacha encore une fois pour cet extrait. Évidemment, si vous n'avez pas compris, ce jeu a une liberté mais qui est totale, rien n'est linéaire, et ça c'est totalement grisant. Le jeu en plus est contemplatif, donc vous vous retrouvez à explorer, à vous arrêter, à regarder, à contempler des paysages qui sont d'une grande beauté, malgré en plus des graphismes qui à la base étaient, on va dire, moyen plus quand ils sont sortis en 2017. Ça ressemble à du dessin, on va dire. Ouais, c'est du bien beau. sûr que c'est plus beau que ça, mais c'est ça, c'est du beau cel shading, mais comparé à, alors, comme je vous le rappelle, c'est sorti sur Switch et Nintendo Wii U à une époque où la PS4 et la X1 sortaient Red Dead Redemption 2 un an plus tard, donc c'est incomparable. Enfin, donc voilà, le gameplay est complètement dépouillé, il n'y a rien sur la carte à part vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de radar, il n'y a rien, il y a seulement vous et le paysage. Ça va droit à l'essentiel, comme le tout premier Zelda en 86, si vous vous souvenez. Il n'y avait rien aussi, vous commenciez en calbar avec une épée et vous alliez aller à écran par écran au hasard en essayant de trouver ce qui se passait. Même pas l'épée au début. Même pas l'épée au début, il fallait aller dans la cave pour la choper. C'est ça, il fallait récupérer ces 4 pixels dans la cave. Ah bah fallait tout faire à l'époque. Hein. Ouais. Donc c'est un jeu qui redéfinit totalement le concept de monde et de gameplay ouvert et qui depuis on a inspiré pas mal. Hein. Je pense à Genshin Impact là, qui est le dernier en date dont on entend beaucoup parler, ne serait-ce que pour la direction artistique justement et ses grands mondes ouverts. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Alors j'avais des citations de journalistes critiques jeux vidéo qui étaient totalement soufflés et qui reviennent sur leurs propres critiques 4 ou 5 ans après en disant que ils ont tellement été impressionnés qu'au final, malgré même après Red Dead Redemption 2, etc., ils n'ont pas réussi à trouver ce même aspect grisant d'un monde qui vous ouvre totalement ses portes et qui a un aspect justement qui est totalement libre en fait. On peut
aller en calbar dès le début, voir le boss final, essayer de l'éclater, même si évidemment on se fait dépouiller, voilà. Mais voilà. Alors du coup, comment, vu que t'as pas de mini-carte, t'as pas de plein d'infos sur l'écran, non. Comment tu te guides Alors la carte, c'est toi qui, en fait, tu c'est peut-être aussi le relief qui tu cartographies le territoire et puis au fur et à mesure des personnages que tu rencontres, certains t'aident à compléter ta carte et ajoutent des points d'intérêt et voilà. Mais ça, c'est encore une fois à ta liberté d'aller les voir et de leur parler. Tu peux tracer ta route. Faire ce que tu as à faire. Parce que tu as quand même une carte genre avec le select où tu as tout qui est rempli et oui, tu peux voir les points. Évidemment. Ouais. C'est quand tu joues que tu vois pas la je carte. Je m'imaginais comme dans vraiment le tout premier Zelda où j'avais dessiné sur une feuille. Voilà, tu peux si tu veux, mais non, dès lors que tu fais pause, le menu s'ouvre et là tu vois ce que tu veux. Mais je veux dire, quand tu es en jeu, il n'y a pas d'ATH, il n'y a rien. Ça doit être pas mal ça. C'est grisant. Mais c'est un défi pour les développeurs. C'est un défi. Ça a mis, si je ne vous dis pas de bêtises, ça a mis 4 ans ou 5 ans à être développé. C'est un des Zelda qui a été le plus loin à développer. C'est toujours un jeu qui me donne envie du coup d'acheter la Switch parce que pour le faire et tout, vraiment bien un truc bon support au lieu de passer par un gros émulateur et tout machin, voilà. Je ne dirais pas par quoi je l'ai fini. Ça en fait partie des jeux qui me donnent envie justement d'acheter la Switch, mais c'est vraiment pour ça, il y en a pas tant que ça, mais c'est un des jeux qui me fait pas. J'ai vu mon coloc, moi il jouait beaucoup, donc je m'arrêtais devant parce que j'étais happé par les images en fait. Alors que moi Zelda, c'est vrai que j'y ai joué un petit peu, un peu comme Pokémon, c'est pas trop ma cam ce genre de jeu habituellement, mais j'y ai joué un peu sur Game Boy quand même. Et là, en fait, je me suis posé juste pour regarder. J'ai même pas joué. C'est beau. Mais tu vois, moi, ça reste quand même. Alors après, je suis un angoissé du jeu vidéo en monde libre, moi. Tu vois, moi, quand tu me donnes un monde ouvert comme ça, je me dis, je vais me faire chier très vite. Voilà. C'est la seule appréhension que j'aurais, parce que à l'avoir vu jouer, ça donne vachement envie quand même. Du coup, parce que monde ouvert, c'est pas un monde comme Red Dead Redemption où tu pourrais rester des heures ou GTA où tu peux ne rien faire et juste te balader. Si, tu peux faire ça. Ah oui, vraiment. T'as pas, Parce que t'as plein de trucs à collecter. Oui, mais t'as une fin de ta collecte, quoi. Par exemple, t'as pas des trucs que tu pourrais refaire juste pour le plaisir, quoi. Comment ça, est-ce que t'as un exemple? Je sais pas, par exemple, tu vois, dans les GTA, tu peux aller faire du tennis, tu peux aller faire des trucs à la con, enfin, j'en sais rien, plein de trucs à la con. Si, tu peux, t'as du truc, t'as plein de trucs, tu sais, tu peux faire du surf sur ton bouclier, du coup, si tu te tapes le délire d'aller escalader à la plus haute montagne, et tu peux faire du ski sur la neige avec ton bouclier, et t'as des trucs qui se déroulent, avec forcément des personnages qui te proposent des courses. Si, t'as des aspects de performance, t'as de la rejouabilité, si c'est ça la question. Oui. Ah, mais du coup, moi, c'est ça qui me fait peur. Oui. Quand il y a de la rejouabilité, du coup, je vais trop taper dans les trucs qui se rejouent. C'est ça, exactement. Alors que tu vois, t'as Horizon Zero Dawn, monde ouvert, mais au bout d'un moment, t'as niqué tout, enfin t'as tout collectionné, du coup t'es bloqué, moi ça sert plus à rien d'y jouer, quoi. Tu me colles sur GTA, j'ai un but, avoir 5 étoiles. Voilà, c'est ça. Voilà, tu t'amuses un quart d'heure et puis... C'est exactement ça. Voilà. Merci beaucoup Angelo. Merci Angelo. Je crois que ça va être à moi de prendre la parole d'ici quelques instants. Genre maintenant. Pourquoi pas maintenant? Très bien, alors moi ce soir je vais vous parler de Moss, parce que, est-ce que vous connaissez Moss déjà? Non, le chanteur. Au nom de la... je crois que je mon ami, la femme, je comptais tellement sur eux en fait. Je comptais tellement sur eux. Merci les gars. C'était le but escompté. Yes. Merci, bravo. Non, c'est pas tout à fait ça, Moss, c'est pas tout à fait ça. En vrai, je connais pas celui que tu vas présenter. En fait, je me suis dit, on parle de mémoire et c'est important de... Enfin, pour moi, c'était important de parler de mémoire aussi en tant que devoir de mémoire presque, enfin, de mémoire historique. Et Moss, pour ça, vous allez voir, fait très bien le job. Donc Moss, c'est un livre, enfin, c'est un roman graphique, une bande dessinée. Ah, ça y est, je comprends de quoi tu parles. Voilà. Mouse, oui, je parle. Je sais pas, ça s'écrit M-A-U-S, alors... Ouais, mais c'est allemand. C'est allemand. Bah oui, mais en fait, je viens de comprendre. Donc, c'est de Art Spiegelman, et Art Spiegelman dit un jour... Quand j'étais petit, je n'étais pas sûr qu'être juif soit une si bonne idée. J'avais entendu dire qu'on tuait des gens pour ça. Et bien sûr, ça prête à sourire de la façon dont je le dis, et aujourd'hui surtout. Mais bien sûr, dans les faits, c'était beaucoup moins rigolo. Et ça me paraissait pas déconnant de le rappeler, pourquoi pas, en ce moment. Voilà. Du coup, on va parler des nazis. On va parler un petit peu des nazis. J'adore. Puisque Art Spiegelman, c'est un fils de juif polonais émigré aux États-Unis. Il naît sur le chemin de l'exil le 15 février 1948 à Stockholm. Le destin de ses parents, rescapés d'Auschwitz, marquera profondément son œuvre. Paru tout d'abord dans une revue à partir de 1980,
donc Maus, je sais pas très bien comment on le prononce, Oui, mais je non, crois que c'est à peu oui. près ça, est ensuite publié en 2 tomes. Mon père saigne l'histoire, premier tome, en 1986, puis, et c'est là que les ennuis ont commencé, en 1992. Ces 2 volumes sont réunis dans une intégrale en 98. Ce récit autobiographique alterne 2 époques. Les années 80, les années pendant lesquelles Art Spiegelman écrit son livre, et les années 30-40, avec les témoignages bouleversants du passé de sa famille et la vie personnelle de Vladek, son père. Donc ayant une grande difficulté à communiquer avec son père, Art Spiegelman entreprend l'écriture de la vie de ce dernier, juif polonais déporté à Auschwitz en 1944 avec sa femme, après une vie périlleuse de 40 à 44, allant de cachette en cachette pendant l'occupation allemande de la Pologne. Art questionne donc son père sur les conditions de vie, ou plutôt de survie de l'avant-guerre, du ghetto et du camp de concentration. Voilà, ça c'est pour vous faire un résumé Puis en plus, très rapide, et je vais ouais. rentrer maintenant un peu plus dans l'œuvre. Ils étaient en Pologne, quoi. Enfin, sans dire que c'était facile en France, en Pologne, t'étais quand même vraiment plein dedans, quoi. Évidemment. Enfin, là, Ouais, complètement. Puis c'est vraiment ça a été un peu l'usine test de la machine nazie sur les juifs. Donc, voilà. Oui. Donc je vais vous faire un court résumé du livre. Je vais spoiler quand même, hein, ça va être un peu full spoiler, je préfère prévenir. Mais vous allez voir, finalement, historiquement, vous n'allez pas apprendre beaucoup d'événements si vous avez bien bossé en 4e, 3e. Donc dès septembre 1939, les drapeaux nazis envahissent la Pologne après l'invasion du pays par l'armée allemande. Vladek est un petit représentant en commerce, et la famille d'Ania, son épouse, est riche. Prisonnier de guerre, il rentre tout de même chez lui, sain et sauf. En 1942, le génocide commence dans les camps, avec les chambres à gaz dont tout le monde connaît l'existence et la fonction dans le ghetto. Les contrôles sans raison se multiplient. Il faut toujours montrer des papiers de travail pour survivre le plus longtemps possible. Malgré toute la ruse dont il fait preuve et les richesses qu'il possède, la chance tourne en 1944. Vladek est conduit à Auschwitz et Ania à Birkenau. Et c'est là que les ennuis commencent, dit-il ironiquement. Donc, les insultes, les humiliations, le travail forcé, l'odeur des morts, les maladies, les coups, rien ne va leur être épargné. Mais Vladek se débrouille pour pouvoir survivre. En effet, dans le camp, Vladek change souvent de commando, ce qui lui permet de connaître un maximum de personnes. Donc un commando, c'était des unités de travail, en fait. On les envoyait, toi au linge, toi... Voilà. Okay. Donc tous les petits travaux qu'il a appris avant la guerre et dans le ghetto lui sauvent la vie, car il s'en sert au camp. Il travaille un moment en menuiserie, en zinguerie, en cordonnerie, et il donne même des cours d'anglais à un surveillant. Ses loyaux services lui permettent de recevoir des doubles rations de nourriture, du papier pour écrire des lettres à sa femme qui se trouve à Birkenau. Ces petits trésors qu'il obtient peuvent paraître banals ou inutiles à l'extérieur du camp, mais à l'intérieur de celui-ci, ils permettent de faire du troc pour avoir de nouveau le droit à des vêtements, une nouvelle paire de sabots à la bonne taille, une cuillère, enfin bref. Parce que, au départ, tu réussis à glaner à manger, mais t'as pas de quoi manger. C'est-à-dire que tu dois te débrouiller. Si t'as de la soupe, bah ça tient dans le creux de ta main, et puis démerde-toi, quoi. Ouais. En plus, j'ai des petites mains, j'aurais été dans la merde. En janvier 1945, c'est la terrible marche de la mort. Au moment où l'armée rouge arrive à proximité du camp, les nazis emmènent les survivants dans d'autres camps en Allemagne. Ania et Vladek sont des survivants. Ils ont survécu au camp d'extermination. Ils retrouvent une vie normale en Pologne, puis en Suède et aux États-Unis, mais ces quelques années ont suffi à les détruire psychologiquement. Ania se suicide en 1968. On découvre Vladek au fur et à mesure de l'histoire, comme un homme difficile à vivre, maniaque, avare, égocentrique. C'est le résultat de la terreur et de la faim. Il va même jusqu'à tenir des propos racistes contre un autostoppeur noir, par exemple. Il n'apparaît pas très sympathique, malgré tout le courage dont il a fait preuve pendant la guerre pour sauver les siens. On peut le dire, il est même vraiment antipathique. Ouais. Les personnages sont incarnés par des animaux qui diffèrent selon la nationalité, ou comme disait Hitler, selon la race. Les juifs sont représentés en souris, les allemands en chat et les polonais en cochon. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Les dessins sont sobres et les 2 tomes sont en noir et blanc. Les hachures et les grilles ont un rôle narratif assez important. Il y a pas mal de pages, alors là j'ai pas pensé à vous le ramener, excusez-moi, il y a pas mal de pages en fait qui sont découpées en 2. On a grosso modo 6 cases. La case de gauche va être dans les années 80, elle va être grisée. Et on voit donc Vladek et Art discuter. Voilà, la vignette d'à côté est un petit peu plus large généralement et montre les années 30-40. Et, sur place, le voilà, présent qui raconte en tout cas. Exactement. C'est assez bien fait et en fait, les moments de noirceur intense aussi, les moments très durs de sa vie, parfois sont exprimés avec des mots très légers, mais il y a une noirceur dans le dessin qui te fait comprendre tout de suite que
le mal-être de la situation, quoi. Enfin, ça fait vraiment passer les émotions juste par des jeux de texture et de couleurs, avec un dessin pourtant très très simple, c'est rudimentaire. Je vous parlais un petit peu de la portée ou de l'influence qu'a pu avoir l'œuvre. Moss, c'est une œuvre autobiographique sur l'un des enfants de la Shoah. Donc on revit les petites débrouilles pour survivre de Vladek, le père du narrateur, comme je vous l'ai expliqué, et ces petits événements en fait qui s'enracinent dans la grande histoire. C'est une œuvre de fiction, un témoignage personnel, avec des émotions et une interprétation du réel, mais qui aide à comprendre l'histoire et ses événements. C'est étudié notamment en classe de 4e dans beaucoup de collèges en France. Oui. Et c'est pour énormément d'élèves, malheureusement trop même je trouve à cet âge-là, le premier accès au génocide des Juifs, à la solution finale, à tout ce versant de la Seconde Guerre mondiale dont ils ont vaguement entendu parler, mais ils ne connaissent pas grand-chose finalement, quoi. Donc Moss, ça permet aussi de comprendre le génocide des Juifs d'Europe de l'intérieur. Tout comme en littérature, en fait, les livres de Primo Levi, si c'est un homme, ou bien Le pianiste de Spilsman. Moss, ça parle de camps de concentration avec un regard qui rappelle celui de Roberto Benigni dans La vie est belle aussi, un petit peu, j'ai trouvé. Ça m'a fait penser également à un de mes livres préférés quand j'étais enfant, qui m'a vraiment presque trauma, qui s'appelait Un sac de billes de Joseph Joffo. Où là, c'est deux enfants qui doivent traverser... deux enfants juifs qui doivent partir de Paris et se réfugier en zone. Alors ce livre, il est extrêmement célèbre et il a eu un succès retentissant. Je ne vais pas rentrer énormément dans les détails, je vais juste en donner un tout petit. Art Spiegelman a reçu le prix Pulitzer décerné à une bande dessinée en 92. C'est juste la seule BD à avoir reçu le prix Pulitzer, voilà, en fait, tout simplement. Du journalisme en plus, quoi. Bah, c'est oui, ça. C'est le seul. Voilà. Ouais, putain, oui, et ce roman graphique, parce que Art Spiegelman tient à ce qu'on appelle ça un roman graphique, moi je pense qu'on peut aussi dire que c'est une BD, parce que ça reste de la bande dessinée. Je vois toujours pas la différence aujourd'hui, après toutes ces années. La bande dessinée, c'est un format normalement qui est précis. Tu le croises un jour, c'est un peu particulier, on aura ce débat un autre temps. Ça a été traduit en 18 langues aussi, voilà. C'est quand même preuve d'un immense succès. Alors, je terminerai juste en nous interrogeant un petit peu sur l'intérêt du zoomorphisme. En fait, l'utilisation de la métaphore animalière est très très classique dans la BD. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous avez tous des bibliothèques très fournies. Exactement. Et c'est également le cas dans les dessins animés. Je pense que n'importe qui a vu un Disney dans sa vie, croisé un lapin qui parle ou un renard qui parle, voilà. Moi, j'en ai croisé un l'autre soir, mais j'avais pris des choses cheloues. C'est toi qui me parlais pour le coup. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pas un hasard. En fait, le choix a été fait par l'auteur de façon tout à fait délibérée. Il s'est inspiré de la propagande nazie. Parce que pour les nazis, le concept de race admet que les Allemands appartiennent à la race supérieure. Cette supériorité justifie les discriminations à l'égard des races considérées comme inférieures et nuisibles. Et la propagande nazie avait l'habitude de considérer la race la plus nuisible, les juifs donc pour eux, comme des souris qui pullulaient, des parasites. Les Allemands, représentés bien évidemment par des chats, sont les prédateurs des souris. Maus en allemand pour les souris. Donc le zoomorphisme permet de mettre l'accent sur la bestialité du traitement infligé par les chats aux souris, de présenter les bourreaux et les victimes de façon anonyme. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Et pourquoi les cochons ? Et les cochons polonais, c'est une... Parce qu'ils se font saigner. Oui, alors ça, ils étaient les bêtes à bouffer des Allemands en fait. Ils leur ont mangé sur le dos. Ouais. C'est-à-dire que C'était qui les cochons ? Les cochons, c'était les Polonais. Ah, oui. Les Polonais non juifs du coup. Mais c'est ça en fait. Ils étaient considérés comme un sous-peuple, comme un cousin proche de la race aryenne si tu veux, mais quand même un peu le bouseux de la famille. Donc, juste la force de travail. Le Polonais était, c'était une force de travail. Il nourrissait les bons Allemands et compagnie. Mais voilà, ça s'arrêtait à peu près là. Ah ouais, très intéressant. Charlie, j'espère que tu vas remettre un petit peu de joie pour ce podcast. Moi, j'ai envie de dire pleurer là. Bah, du coup, en plus, t'en as parlé de Primo Levi. Si c'est un homme, pas si vite. Ouais, c'est oui. Parce que moi, pour une fois, j'avais lu un bon truc au lycée. Parce qu'au lieu des trucs que j'avais pas envie, mais ça, on avait 3 livres. Ouais, et j'avais vraiment adoré. Bah, du coup, c'est le gars qui parle de sa vie dans un camp. Je crois pas que ça soit, je trouve ça un autre, mais de mémoire. Ouais. Mais franchement, très intéressant. Et en plus, il est pour des gens qui sont plus jeunes et tout, il est pas très très long et il est vachement bien écrit. Enfin, ça se lit très très facilement en seconde, tu vois. C'est passé tout seul, quoi. Et là, tu vois, l'intérêt, c'est vraiment de mêler la mémoire et la mémoire, parce qu'en fait, on parle de mémoire collective, de mémoire à avoir sur la Seconde Guerre mondiale, mais on parle également de la mémoire de Vladek, parce que c'est un vieux monsieur. Et en fait, je voulais pas détailler, mais évidemment que le récit ne s'écrit pas en une semaine ou en 8 jours. D'ailleurs, avant même la fin du second tome, Vladek est mort dans la vie réelle.
Art Spiegelman a terminé son bouquin, son père était déjà mort. Mais il avait des carnets de notes entiers, en fait, il allait interroger son père le week-end, il passait. Et en fait, souvent, il retranscrivait dans les colonnes de gauche, donc où on voit la vie des années 80, les moments d'humeur de son père. Et c'est vrai que c'était un bonhomme qui était très difficile. Il était remarié ou en concubinage, en tout cas. D'accord. Avec quelqu'un à qui il faisait absolument pas confiance, il recomptait chaque sou 2 fois. Ouais, il était chiant, quoi. mais il y a un vrai traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et de la vie dans les camps où tu dois compter et jusqu'au gramme de pain que tu peux mettre de côté pour le lendemain, quoi. Je vois. Et c'est retranscrit, il fait pas de cadeau à son père non plus, il se donne pas non plus lui un beau rôle d'ailleurs. Il y a plusieurs moments dans la BD, il se questionne sur sa dureté par rapport à son père ou le fait de l'avoir toujours un peu pris pour un casse-plot en fait. Et quand son père lui raconte son histoire, il n'était jamais rentré autant dans les détails. Bon, tu vois quand même le fils se liquéfier un petit peu, quoi. Oui. C'est juste vraiment sur le format, bon, c'est vraiment BD, mais en termes de taille, un tome c'est vraiment gros, pas gros. Enfin, Ça fait un beau pavé, je crois. J'ai du mal à quantifier, oui, mais c'est un petit format, c'est-à-dire que c'est un Ouais, format, après, ouais, c'est petit. C'est limite plutôt format comics, non? Enfin, tu sais, les comics en livre qu'on a chez nous en France. C'est encore plus petit, encore plus hauteur petit et largeur qu'un format comics avec des vignettes de taille un peu équivalente. Tu vas avoir 6 à 8 vignettes, grand maximum par page. Ça se lit, il faut prendre un petit après-midi ou une bonne matinée. Ouais, ok, d'accord. Ok. Super. Mais faut être en forme, hein, quand même. Oui, il faut pas avoir la gueule. Oui, j'avais compris le sujet, ouais. Charlie. Oui. Allez. Allez, attends, bon courage. Là. Je vais vous parler de Claude François. Alors, le génocide arménien. Donc, on va partir sur un autre truc. Alors, du coup, des tatouages, les yeux verts, un corps bien galbé, du charisme. Je sais que vous pensez à Dwayne Johnson, bande de petits charlatans. Je pense sans arrêt. Ouais. Mais non, c'est Jendo dans la série Blind Spot. Donc je vais vous parler. Alors juste pour info, c'est 5 saisons sans épisode. Et c'était diffusé de 2015 à 2020. Et juste le petit showrunner, c'est Martin Gero, je pense plutôt ça se dit comme ça. Et il a été sur plusieurs des épisodes de Stargate SG1 et de Stargate Atlantis en tant que showrunner. Pour information. D'accord. Voilà, la petite information technique. Très bien, un gars bien installé à Hollywood. Voilà. Je vais vous expliquer un peu la base de l'histoire. Donc on est sur Times Square. Un policier remarque un sac laissé à l'abandon. Sur ce sac, il y a une étiquette avec écrit « Call the FBI ». Appelez le BFI. Exactement. On évacue ce croisement et on envoie les démineurs. Un démineur approche du sac. A priori, rien à déclarer, mais d'un seul coup, le sac commence à bouger, puis à s'ouvrir, et en ressort une femme nue, tatouée sur tout le corps excepté la tête. C'est un gros sac, ouais. Qui a l'air complètement perdue et confuse. C'est Seven. Ouais. Par la suite, on apprend qu'elle a reçu une très forte dose de ZIP, qui est un inhibiteur utilisé contre le stress post-traumatique, victime de viol ou ancien combattant par exemple. Ok. Il permet d'éliminer certains souvenirs, mais elle en a reçu une très forte dose au point de plus avoir de souvenirs. Donc on arrive sur la mémoire quand même. Ok. Elle est envoyée au FBI, où elle rencontre l'agent Kurt Weller, qui a été appelé car son nom est un des tatouages sur le corps de Jendo. Par la suite, elle travaillera avec le FBI car on apprend dès le premier épisode que son corps rempli de tatouages est une carte pleine d'indices. Il était situé où le tatouage du col dans le dos. Dans le dos. Ouais. Tu voulais que ça soit où? Je sais pas, ça peut être un petit tatouage coquin, ouais, c'est un amant. Non, en plus, il est très gros, il est dans le dos, dans le haut du dos. À côté d'un dauphin près de l'omoplate. Ouais. Le sec. Donc ces tatouages donnent des pistes pour déjouer des complots, des attaques terroristes, des meurtres, des secrets d'État, innocenter des personnes mal jugées. C'est un véritable puzzle. Donc, tout se base sur ces tatouages qu'elle a partout. Donc la mémoire. C'est Prison Break en fait. Comme Amnésie. Alors du coup, Prison Break c'est dans l'autre sens, mais. Et Amnésie de Nolan. Ouais, on est plus proche de ça, ouais, pour le coup. Donc elle a complètement oublié sa vie d'avant. Pas d'identification possible parce que pas d'empreinte, aucune information. Elle est complètement effacée des données. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Jendo. Donc c'est Madame le X. féminin de John Doe, c'est Madame X en gros. Madame. Ça. Voilà. Je me demandais si t'allais y venir. Ouais, je me dis, c'est vrai qu'il faut le préciser quand même. Elle sait cependant parler, manger, faire des gestes de base sont toujours présents. C'est vrai qu'on se dit toujours, tu peux avoir une perte de mémoire, mais t'as pas perdu tes fonctions en fait. T'es pas un continent. Ouais, c'est pas. C'est déjà ça. Ouais. Ah, mais c'est pas mal, hein. Mais... Ah, faut se contenter. On n'y pense pas, mais. Ouais. Moi, je suis pas le petit pousset. Non, mais tu peux peut-être t'oublier de savoir comment manger. Sans dire comment utiliser une fourchette, par exemple, tu vois. Des trucs à la con, mais ça, y a pas de problématique là-dessus. Tu te la fous dans l'œil, t'as l'air con. Ok. C'était un vrai problème de motricité quand même. Sa mémoire revient petit à petit grâce à des mouvements des visages qu'elle peut voir.
on les voit avec des flashbacks en noir et blanc pour comprendre petit à petit son passé. Rien d'original sur la façon de faire, mais simple pour la compréhension. Si on est en noir et blanc, c'est du flashback, sinon on n'est pas en flashback. Efficace. Simple. Vu que ces flashbacks arrivent dans différentes situations, elle est envoyée avec l'équipe du FBI sur le terrain en espérant que ses souvenirs puissent revenir et ainsi aider sur les tatouages. Parce que certains flashbacks permettent d'avoir d'autres indices et tout, donc c'est important aussi. Bien sûr, pour aider au scénario, on apprend qu'elle a une mémoire musculaire et qu'elle était de la Navy Seal avant. Donc combat et maniement des armes, pas de problème. Ah, bah, forcément. Voilà, faut quand même aider le scénario un peu, parce que sinon après, si c'est juste une meuf qui est à côté, ça va être un peu chiant. De plus, on apprend qu'elle sait parler plusieurs langues et que ça fait partie de sa mémoire profonde au point qu'elle n'en a pas conscience. D'accord. Toutes ces infos-là. C'est-à-dire, elle peut switcher d'une langue à l'autre Arrête, sans, à un moment, sans même s'en rendre compte. Je crois que c'est mais vraiment, c'est dès le premier épisode, je crois qu'il y a c'est du cantonais, justement, du cantonais, et du coup, direct, tu fais... Elle répond direct, enfin c'est vraiment... du tac au tac. Du tac au tac, elle comprend. C'est voilà. Code Lisa, en fait. Un petit peu, Oh non, c'est très... c'était bien. C'était trop bien. Le Code Lisa, il fait amoureux, du moi, de bien. Lisa. Ouais, bah en même temps. J'allais caiser chez T'avais 12 ans, tu commençais à connaître ton corps. T'as Code Lisa qui est devant. Ouais, ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est toutes les questions philosophiques qui sont posées. Oula, qui sont posées petit à petit. Est-ce que ça vaut le coup de savoir qui on était ? Possiblement, j'étais une personne que je n'aimerais pas. Donc autant devenir une autre personne que je veux. Donc ça, c'est toute une question. Ou peut-être que j'étais une bonne personne et j'en deviens une mauvaise. Enfin, ça peut être... Comment se construire sans se connaître ? On a 30 ans de mémoire foutue. Donc comment se reconstruire ? On repart à zéro parce qu'on s'est construit grâce à notre mémoire, tout ce qu'on a vécu. Je vais voir un mec qui sait faire du super Photoshop. Bah... à qui peut-on faire confiance quand on n'a pas de souvenirs ? Ah oui, ça. Ah oui. Encore plus quand tes tatouages amènent à du terrorisme, à des complots. Oui, d'accord. C'est encore plus compliqué. Putain, je m'appelais Ben Laden. Est-ce que les anciennes connaissances doivent attendre de la personne sans mémoire de redevenir qui elle était pour eux ? Ouais. Parce qu'en fait, eux, ils ont l'image de cette personne avec ses souvenirs, comment elle était, mais du coup, t'es en train de refaire une nouvelle personnalité. Et peut-être qu'ils vont te pousser à être cette personne qu'ils ont en mémoire pour eux. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment la bonne version qu'ils voient ? Parce que eux, ils ont juste une version de toi, mais c'est pas ta version entière, obligatoirement. Ah, surtout si t'es un personnage qui a l'air d'être plein de secrets, ils te bah connaissent ouais, peut-être c'est pas encore plus vraiment. compliqué, quoi. Doit-on renoncer à toute une vie ? Est-ce qu'on doit vraiment renoncer à toute la vie qu'on a perdue ? Parce qu'on peut retrouver d'autres informations, on peut retrouver quelques souvenirs, du coup, dans son cas. Donc, est-ce qu'on doit vraiment tout renoncer ? Comment refaire sa vie ? Et du coup, est-ce que tu peux te détester en réalisant qui tu as été aussi ? Ah bah peut-être complètement. Parce que vu qu'apparemment elle a un passé... Bah, en plus, elle a été Navy Seal, donc peut-être qu'elle a eu des missions qui étaient pas ouf, quoi, des fois, tout le temps. Ça peut arriver. Comment refaire sa vie en ayant perdu toutes ses connaissances culturelles ? Parce que ça, c'est toute une chose. Tout ce qu'on fait ici, même ici, bah, juste avec la pop culture, on présente des choses parce qu'on a grandi avec toutes nos connaissances culturelles. Donc refaire une vie sans avoir de connaissances culturelles, tu parles de n'importe quoi, bah les Lakers, je sais pas ce que c'est, machin, faire n'importe quoi. Amel Bent, faire Amel Bent. Ça on avait bien oublié. C'est qui Stevie Boulet, enfin que des vraies questions quoi. Cette référence des années 2000. Ah la vache. Peut-on rester amoureux de la personne qu'on aimait avant la perte de mémoire ? Une vraie question. Est-ce que c'est possible ? Et jusqu'où peut-on aller ? Alors là, c'est plus pour le côté complot et tout. Jusqu'où peut-on aller pour la sécurité des citoyens ? Ça, c'est pas pour le côté mémoire, mais il y a la question qui se pose très rapidement. Du coup, on choisit une question et on a 4 heures pour répondre. Non, mais là, en fait, là, j'espère qu'il y a des gens des écoles et tout qui nous écoutent. Comme ça fait des thèmes pour les 10 ans là, du prochain bac. Là. Il y a de quoi bosser. Ce qui est intéressant, bah, du coup, c'est toutes les énigmes qu'il y a derrière ces tatouages. Comment les personnes qui ont fait les tatouages savent, excusez-moi, pour tous ces complots et actes terroristes. Comment ça se fait que les mecs du FBI sont pas au courant et il y a d'autres gars, ils savent. Pourquoi elle ? Pourquoi c'est elle qui a été choisie au niveau du corps avec ses tatouages ? Et pourquoi l'avoir envoyée vers Kurt Weller spécifiquement ? Donc il y a toutes ces énigmes très importantes, on sait pas pourquoi. Enfin, on apprend petit à petit. Pour les autres points, bah clairement en fait ça joue bien. Pour une série qui pas à gros budget de dingue, c'est un bon budget quand même, faut pas y aller, c'est américain, tout ça tourne bien. Oui, c'est solide. Mais c'est pas du Game of Thrones à 1 million le
l'épisode. Les Tatouage, tatouages. c'est peut-être avec une ambition de tenir longtemps, parce qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup de mystères sur son corps. Bah, ça a duré 5 saisons pour sur 100 son épisodes. corps. Et c'est fini là? Ouais, c'est fini. Ouais. Là, T'as toutes les réponses? J'ai toutes les réponses. Ok. Les tatouages sont vraiment magnifiques. Ça, c'est cool. Ils sont vraiment mais dingues et du coup elle les a tout le temps. Et du coup en parlant de ces tatouages. Ah oui, bah, c'est le principe, je crois. Ouais. Oui, mais par rapport à l'actrice, je veux dire, vraiment on les voit tout le temps et tout machin. Non, elle s'est pas fait tatouer véritablement. Et ben justement, j'en reviens. Pour les besoins du tournage, Ok. le corps de Jamie Alexander, du coup, cette dame, donc Jendo, a été recouvert de plus de 200 tatouages, ce qui a nécessité 7 heures de travail pour l'équipe de production. Mais what? Combien 7 heures, donc c'est des faux. Mais oui, c'est pas des vrais. Ah Et oui. autant de temps à attendre pour l'actrice, bien sûr. Fabriquées à partir d'une sorte d'adhésif solide, ces créations ont une durée de vie un peu plus longue que les tatouages temporaires. Mais ce ne sont pas non plus des vrais tatouages. D'accord. Aussi contraignants qu'un vrai tatouage. Mais Ouais. du coup, à chaque saison, elle a dû le refaire, même voire au milieu des saisons. C'est un espèce de décalco qu'on vient de poser dessus. Ouais, j'imagine, mais un parce peu qu'on plus sait faire. solide, ouais, Ah, mais c'est ça. déjà, elle est pas obligée de faire ça toutes les semaines ou tous les. Bah après, elle tous fait, les ans. ouais, mais du coup, elle l'a fait plusieurs fois pour chaque saison. Enfin, et du coup, c'est quand même du taf. Ouais. Donc, pourquoi regarder cette série? Bah, du coup, comme je l'ai dit, les énigmes, les mystères sur les tatouages. Attends, excuse-moi, ça veut dire qu'elle est tout le temps à poil à montrer tous ses tatouages? Non. Regarde, je sais pas ce qu'il veut dire ce bill-là. Et sinon, ils auraient pu juste l'habiller comme C'est ça. non, mais elle est c'est moins de souvent budget. en débardeur ou un truc comme ça. Ah, et du coup, d'accord. t'as quand même. T'imagines, tu t'es Ah oui. tatoué ton numéro de sécu sur la fesse gauche, t'arrives pas à te retourner. T'as l'air con. Tu peux m'aider? T'as l'exemple de Prison Break où finalement c'est détourné, il est tout le temps avec des manches longues, c'est tout le temps caché en fait. Bah non, C'est justement, pas ils ont fiché. un peu poussé le truc pour que justement elle les ait vraiment sur elle. Ouais. Et du coup, tu les mets en débardeur ou autre, du coup, tu vois vraiment les bras, C'est les réaliste. épaules, le dos, tout ce que tu veux. Bref, que des trucs pas intéressants. Non, c'est ce que- Le ventre, bien sûr, tu peux le voir aussi. Ouais, pourquoi cette série? Bah, en fait, les énigmes, les mystères sur les tatouages sont vraiment très intéressants. Ça va vraiment sur tout, c'est très poussé, à chaque fois c'est bien expliqué. T'as envie de savoir le passé de Jane, du coup, C'est de un comprendre. C'est un préquel de Tattoo Cover. Sérieux? Toujours savoir pourquoi ces tatouages. L'envie de connaître tous les complots, parce que plus ça avance, plus t'as envie de voir tous les trucs comme ça. Dès qu'il y a des complots, t'as envie d'avoir la fin, de savoir les pourquoi, bien résolutions. sûr. Ouais. Les histoires entre les vrais dénouements sont bien amenées, pour certaines très originales. Bien sûr, il y a des épisodes, c'est vraiment du filler, enfin c'est juste pour remplir les saisons, donc c'est juste une histoire par rapport à un tatouage, mais ça n'a pas vraiment de lien avec tout son passé, tout pourquoi et tout. Et c'est une série sans prise de tête à se regarder tranquillement, en vrai. Ça donne l'impression, j'ai mis les trucs philosophiques ouais, et tout machin, mais non, mais ça se regarde vraiment très tranquillement. C'est vraiment assez sympathique, ça se regarde tout seul. Voilà pour cette série Blind Spot. Merci beaucoup, Ouais, Charlie. ouais, ça a l'air intéressant. Ça me plaît bien ça. Tu trouves ça où? Ouais, Voilà. bravo. D'ailleurs, tu con. Canal+. Ah, ok. Ah, ok. Putain, j'ai eu Moi j'ai dû passer dessus sans. Est-ce que tu peux nous rappeler l'année de distribution? de 2015 à 2020. Ah, donc plus récent. C'est bien récent. Ok. Ouais, mais c'est fini déjà. 5 saisons. Bon, après, il y a quand même 100 C'est épisodes. bien, Ouais, c'est cinq bien, saisons, mais c'est c'est pas bien mal, aussi hein. quand ça Ouais, s'est c'est bien. arrêté. hein. Ouais, faut pas- Bah, c'est aussi ça qui donne envie quand tu te dis, Est-ce il y a que une fin. genre il y a un petit tatouage que tu verrais au tout début dans le premier épisode et tu découvres En fait, c'est ça la qui est raison à la toute fin, tu vois, C'est ça genre, qui est impressionnant, c'est qu'ils genre ils ont pensé à tout. ils en ont fait plein des tatouages et je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment regardé, il y en a avoir 2-3 petites erreurs de Ouais, tatouages qui forcément n'existaient des pas. incohérences, Mais ils avaient vraiment poussé le truc, à la limite, ils avaient peut-être pensé à toutes les énigmes et ils ont créé plus ou moins après. Ah ouais, peut-être qu'ils se sont inspirés de ce qu'ils avaient fait en Ouais. tatouage pour dire oh tiens celui-là ça va être. Mais ça va être des énigmes, des trucs, il y a des points comme ça fait un truc binaire. Ah, ça rappelle un tel truc. En fait, si tu le relis à un autre, et pour info, des tatouages peuvent être utilisés 2 ou 3 fois selon la façon dont tu les vois. Enfin, oui. T'as plein de trucs là-dessus. Oui, suivant comme ça arrange un petit peu les Voilà. showrunners. Mais, bien sûr, au premier épisode, Bien sûr. tu vois qu'elle est scannée de partout, et après, ils réutilisent les images des Ouais. tatouages, et t'en vois plein tout le temps. Mais là-dessus, c'est vraiment bien fait. Ils ont vraiment fait un gros effort là-dessus, et heureusement, parce qu'en même temps, c'est la base de l'histoire. Oui, hein, ça a l'air cool. Mais il y a toujours des bonnes séries de toute façon sur le canal. Faut juste trier un peu, et moi, tu vois, je suis passé complètement à côté de ça. Ouais, mais je pense qu'elle est pas très connue, cette série. pour le Bien, coup. très bien. Bien. On a peut-être des petites recos à faire, messieurs, avant de se quitter. Allez, pour la Non, France. Pépé, il a l'air motivé par les recos là. Ouais, Est-ce qu'on je a vais parlé trouver de une la, reco, est-ce qu'on ouais. a parlé de la mémoire dans d'autres œuvres et Pas vraiment, on peut faire ça. Bon, si, bah, juste comme ça, là, inspiré comme ça sur le thème, moi je recommande encore la BD 13. C'est une vieille BD. Ah bah oui, tout simplement. Mais vraiment à lire. Alors moi j'ai adoré jusqu'au tome 12 ou 13, justement.
Après, par contre, je vous déconseille d'insister, hein, mais vraiment, Pourquoi c'est à lire. Après, ils essayent de rajouter. En fait, D'accord. ils essayent de faire durer la formule. Hein. Je Plus crois en que plus ça, complot, je crois que de ça complot. continue toujours. Ah oui, Maintenant, ça, t'as même c'est un des- truc qui est sorti il y a pas longtemps. T'as même ce qu'ils appellent les 13 mystéries, où ils essayent de boucher des trous dans le scénario, rajouter des trucs encore et encore. Ah, c'est la problématique d'avoir des complots et de continuer sur Voilà, un truc de donc ça complot, continue de complot, encore de et complot. encore. Mais déjà, rien que les premiers tomes, vraiment, c'est à lire. 13 qui est une inspiration, qui est inspiré par La mémoire dans la peau, non? Exactement. Ouais. Jason Bourne. Les Jason Bourne. Avec Matt Non, Damon. alors, Quoique je suis pas sûr, c'est peut-être un peu en même temps. Ah bah non, c'est parce que c'est Tom Clancy. Non. Oui, si, c'est Tom Clancy. Non. Tom Clancy, c'est encore autre chose. Non, c'est pas Tom Clancy. Mais en tout cas, c'est avant. Non, Tom Clancy, Avant c'est 13, ça, c'est Tom ouais, Clancy, c'est des c'est romans. c'est Rainbow Six, cher ami. Hein Non Charlie, Tom Clancy, il est là. c'est pas Rainbow Six. Ouais, c'est Oui, mais Tom Clancy, Enfin, c'est pas un que, romancier. mais. À la base. Oui, alors Tom Clancy, c'est un romancier qui a fait notamment Rainbow Six, mais c'est pas lui qui a fait Jason D'accord. Bourne. Ok, J'ai pas le nom en tête. Mais... Ok. Bien. Et vous, mon cher Charlie? Moi, j'avais la petite fanfiction de The House of Gaunt, Voldemort Origin, par un français. Donc fanfiction autour d'Harry Potter, et plus exactement de l'origine de Voldemort. Qui a eu un très très petit budget, parce qu'il y a eu beaucoup de bénévoles, mais qui est d'une qualité de dingue. Les effets spéciaux sont aussi bien faits que je trouve que dans les vrais Harry Potter, où il y avait des millions sur la table pour chaque film. Ouais, d'accord, ok, quand même. Parce qu'on parle d'un budget de, je sais plus, 60 000 ans. Enfin, Oh la c'est un vache. truc de... Ah ouais, une quand demi-heure, même. quoi. Ouais. Ah ouais. Comment il a débloqué des fonds comme ça? Bah, c'est rien, c'est c'est pas des de gens job. qui ont participé. Hein. Et puis, bénévolat, quand t'es dans le monde d'Harry Potter, il y a toujours des gens qui sont motivés. Ok. Donc, vous tapez, franchement, vous tapez The House of Gaunt, Voldemort Origin, et vous trouverez, c'est gratos, je sais plus sur quelle plateforme, je l'ai plus, mais, mais ça c'est se trouve cool, facilement. En vrai, Là, c'est 35 minutes, mais ça t'as dure le- 20-25 minutes, quoi, en gros, quoi. Tu m'avais envoyé le lien, j'ai oublié. Ouais, mais c'est facile à retrouver, faut y aller. Et en plus, c'est un petit français. Et il s'est fait sa meilleure pub en tant que réalisateur. Parce Bah qu'avec oui, ça, tu avec un m'étonnes. truc aussi quali, on devrait le revoir. J'ai plus son nom, il a un petit nom de bourge versaillais, mais je sais plus pourquoi C'est un ancien Daft Punk. c'est possible. Hein. J'ai pas vu sa gueule, c'est vrai. C'est un mec de chez Phoenix ou de R. Mais non, mais allez-y à fond. En plus, c'est en gros, c'est vraiment 25 minutes de vidéo, donc ça passe vite. Si vous aimez Harry Potter, ça peut être que cool. On va parler des Horcruxes et tout machin. Bah, je t'avoue que sans être un immense fan de la saga, j'aurais la curiosité d'aller voir ça. Ouais. Angelo? Moi, j'ai pas de reco, mais j'ai une intuition que dans un mois, je vais avoir plein de recos à vous donner. Donc, du coup, je préfère rien dire pour l'instant. D'accord, ok. Allez. Oh, cette anticipation. Ce cliffhanger de malade. Ah. Ouais, eh bien, moi, quant à moi, avant de vous quitter, je vais vous recommander un petit jeu que j'ai découvert sur le PlayStation Network. Parce que je me suis racheté une PlayStation avec la sortie d'un jeu récent, la FIFA 21, qui me plaît beaucoup. 22, FIFA 22, tout à fait. Ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Oui. Mais oui, bon, bref. Et donc, je me suis dit, bah ouais, mais j'ai déjà claqué 60 balles dans le jeu, là, j'ai pas envie de remettre 60 balles dans un jeu récent, donc je suis allé regarder ce qu'il y avait dans les petits jeux pas chers. Et il y avait une petite promo sur un jeu qui s'appelait Virginia. Et j'ai jeté un coup d'œil à la presse de l'époque. Je connais pas. Ça fait penser par un jeu vidéo, mais oui, vas-y, continue. D'accord. Ça date de 2015 et je suis allé voir la presse de l'époque qui avait l'air de dire que c'était un espèce d'ovni. Bon, 2,50€, je prends pas un risque énorme. Non, je déconne, 2€ parce que il coûte 10 balles et j'avais 80% de remise dessus. Ah, d'accord. Voilà. Donc je suis allé chercher le machin et j'ai vu que ça allait être très court assez rapidement. C'est très spécial en effet, c'est plus une expérience qu'un jeu, puisque vous ne maîtrisez pas grand chose. En fait, il y a très peu d'actions à réaliser. Là, on est sur un monde très fermé. Alors moi, là, j'étais en sécurité. Là, Moi, j'aime bien aussi. là, j'étais bien. Là, je Très me perdais narratif, pas. Tu peux pas te perdre dans la map et tout. C'est pas compliqué. Ouais. De toute façon, t'es dans une pièce à un moment donné, et puis il y a 2 portes qui s'ouvrent. Point barre. Tu peux aller vérifier un truc sur une table basse et point barre. Voilà, tu peux t'approcher du reste et tout. Tu ne peux rien faire de toute façon. T'as un bouton action. Voilà, c'est tout. Et il y a des grandes cinématiques. Et en fait, c'est basé sur une histoire vraie, de ce que j'ai compris, sur un rapport de police. C'est une affaire, une enquête. Oh, c'est comme ça me causait maintenant. Bah, moi, ça me fait penser à un jeu, mais ça s'appelle pas Virginia, moi. Ça se joue en 2-3 heures. Moi, c'est 6 Hours, un jeu de mec qui tue. Eh ben, c'est inspiré de 6 Hours, justement. Ah, d'accord. Et c'est un petit studio qui a réalisé ça. Vous parliez tout à l'heure des dessins de Zelda, le dernier Zelda. Alors, on n'est pas du tout sur la même qualité de dessin, évidemment, parce qu'on est sur un petit jeu à 10 balles à l'origine. Mais si les personnages sont assez grossiers, les fonds
les paysages sont plutôt jolis, bien animés, de façon très très simple. Et c'est assez poétique. Donc ça marche. Ça part un peu en cacahuète. On suit ça. Clairement, t'as l'impression d'être dans un film de Fincher, en fait. T'as des flashbacks, t'as 2 fins différentes. T'as de l'ésotérique. Tu dois reconstituer. Ah oui, tout petit détail aussi. Il y a strictement aucun autre son que de la musique. Les gens ne parlent pas. Ok. Ils n'ont pas de dialogue. Donc c'est assez contemplatif comme. C'est totalement contemplatif. Tu as des interactions, mais avec des gens qui ne te parlent pas. Tu vois des humeurs. Ils s'emportent contre toi. D'accord. Donc tu te fais un puzzle mental. Tu dois comprendre toi-même le truc. C'est vraiment très 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 cool. Ouais, c'était très cool. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, vous prenez pas un gros risque. Ça vous occupera un après-midi. Je l'ai torché en 3 heures. Ok. Voilà. Virginia. Super, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air cool. Oui, je trouve aussi. En plus, il y a même un petit effet mémoire, comme avec le thème de ce soir. D'accord. Bon, bah, on a fait le tour de nos petites recommandations. Oui, Il je est temps de pense. se quitter. Ouais. Bon, vous vous en serez rendu compte, on ne l'a pas redit, on a repris l'enregistrement, on a eu un petit souci technique. Vous vous êtes sûrement rendu compte que sur cette deuxième partie d'enregistrement, on n'est plus que 4. On se donne rendez-vous le mois prochain, messieurs, avec un nouveau thème. Oui. Les échecs. Les échecs. Les ragnagnas. Non, Ou la boxe. Ou les deux. La boxe Les et ampoules. les échecs. Les ampoules électriques. Les échecs, la boxe et les ragnagnas. Je crois qu'il faudra venir en tout cas avec ses baskets et son maillot. Ouais, en effet. À bientôt. Ciao. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Salut. Travail terminé. Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. J'aime me battre. Joli coup, mon cher Michel Bouchta. J'ai vu un homme s'enfuir. Il était comment? Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Hasta la vista, baby.